vous n'y êtes pas présent, si vous ne le sentez pas. L'objectif, c'est pas d'être en immersion, mais c'est de le sentir et de pouvoir prendre de la hauteur pour tout le temps se renouveler. Et forcément, la restauration, c'est un endroit ou un domaine où il y a beaucoup de turnover. Notre taux est très faible. Est-ce que, du coup, professionnellement ou dans l'association, il y a une hiérarchie? Non. Est-ce que vous arrivez à faire une différence vraiment entre frères et associés? Mon cerveau est très clair. D'accord. Je ne mélange pas. Chacun connaît sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun a des comptes à rendre à l'autre. Tu es très protectrice de tes employés, en tout cas. Ces hommes qui nous accompagnent, qui sont à nos côtés, car ce sont les petits loups qui tiennent les gros tableaux. Très bien dit. Donc sans eux, ça ne fonctionne pas. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration, sur quel point ils doivent insister? Formez-vous avant. La cuisine d'un restaurant n'est pas la cuisine de votre appartement. Que les choses soient bien claires. Surtout en Afrique où dès que tu es humain, on veut profiter de toi. On te prend pour le dindon de la farce. Parce que très souvent, quand on a de l'argent, on est dans de la délégation totale. Erreur. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un moment où tu pensais vraiment avoir touché le fond? J'ai ce mental qui fait que le bas va pas m'avoir comme ça. Moi, on se relève, on recourt, on refonce, on recommence. Tu as dû connaître quelques moments de dépression entrepreneuriale? Clairement. Si je dirais que non, ce serait un mensonge. Et qu'est-ce qui fait de toi l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Je suis profondément une passionnée. En fait, notre richesse culturelle africaine, je la porte. Elle trouve sa place dans mes lignes d'accompagnement. Je m'intéresse à mon business. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast des investisseurs africains. Des personnes qui vous inspirent par leur parcours, par leurs échecs, par leurs réussites et surtout par leur expérience. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un de tout simplement extraordinaire. Elle inspire par sa simplicité, mais également par son bagage intellectuel, par son expérience, par tout ce qu'elle a fait. Franchement, je suis plein d'admiration pour elle et c'est un vrai plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. Quand je vous parle de restaurants gastronomiques en France, pas le plus petit, mais le plus grand restaurant gastronomique en France, vous savez déjà un peu de qui je veux parler. Eh bien, on va apprendre davantage d'elle. Elle nous donnera des secrets. Elle nous parlera franchement comme d'habitude et elle va nous inspirer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les abonnés, vous tous, recevons Brigitte Houssou. J'étais prêt à en dire plus. Hein. Non, on va pas tout dire. On va pas tout dire maintenant. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Et je pense que ce podcast va inspirer beaucoup de personnes. Est-ce que tu es à l'aise? Fais comme à la maison. Tu veux de l'eau, tu veux bissap, tu veux du nyamakou. Est-ce que c'est bien? Les équipes sont opérationnelles, donc j'ai tout à ma droite. Tu as tout à ta droite. Super. Je les remercie d'ailleurs. Merci. Voilà. Bon, tu es très connu. Tu es une vraie star. Mais je suppose qu'il y a encore quelques personnes qui se disent « Mais c'est qui cette dame? Pourquoi Jean-Yves parle si bien d'elle ?» Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Qui es-tu? Alors, Brigitte Houssou, 46 ans, originaire du Bénin. Je vis entre la France et l'Afrique. Donc, je commence à vivre encore un deuxième rêve. Et je suis opératrice économique principalement dans le secteur de l'événementiel et la restauration. Dans l'Hexagone, donc en France. Et puis voilà. Et puis là, j'ai décidé, il y a maintenant 2 ans, de me lancer dans l'accompagnement et la formation. Il est temps de donner ce qu'on m'a appris. Attends, j'ai bloqué quelque part. J'ai bloqué à 46 ans. C'est que des chiffres. Ah bon? Mais j'aurais pas du tout dit ça. J'aurais dit quoi? 40, 42? Non, 46. 46 ans? 46. Tu ne les fais pas du tout. C'est beaucoup de travail, du sport, de la routine, une hygiène de vie. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie d'avoir une bonne rigueur, beaucoup de sommeil, beaucoup d'heures de sommeil quand je peux. Beaucoup de sommeil pour une entrepreneur, on pourrait se dire comment elle arrive à avoir beaucoup de sommeil si elle est entrepreneur. On a toujours ce mythe que les entrepreneurs ne doivent pas dormir et tout. En même temps, j'entreprends pas depuis hier, j'entreprends depuis plus de 25 ans. Donc j'ai eu le temps de commencer à comprendre et à surtout écouter mon corps. Ça, c'est l'un des conseils que je donne à quiconque d'ailleurs. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, écoutez-vous, écoutez votre corps. On a un temps de travail, on a un temps de réflexion. Surtout, on a un temps de repos, de récupération. Quand le corps et l'esprit sont en phase, laissez-moi vous dire qu'il en sort des choses formidables. Mais quand vous êtes fatigué, il se
passe pas grand-chose. C'est ça. Et tout est subi. Je pense que je dois écouter ce conseil parce que je ne me repose pas assez. Bon, on a quelques petites images pour toi. On va apprendre beaucoup de toi. Et puis forcément, au fil de la discussion, on te montrera des images. Tu nous donneras ce que tu en penses de ces images, dans quelles conditions elles ont été prises. Et ça nous permettra de mieux te connaître et puis de parler des différents sujets dont on va parler aujourd'hui. On parlera d'argent, on parlera d'employés, on parlera d'entrepreneuriat et de plein d'autres choses. Bien sûr, avec plaisir. On commence avec la première image. Yes. Bon, forcément, tu la connais, cette image. Je pense que tu connais cette place. On ne va pas s'étaler sur la Villa Massaï parce que je pense que tu en as déjà beaucoup parlé. Tout le monde aujourd'hui sait que c'est Brigitte Oussou et ses frères qui ont lancé Villa Massaï et tout. Mais moi, j'aimerais savoir quel est ton ressenti aujourd'hui après avoir lancé Villa Massaï, avec toute cette expérience que vous avez vécue avec tes frères. Aujourd'hui, quel est ton ressenti? Mon ressenti, il est le suivant. Villa Massaï, aujourd'hui, on va dire techniquement, ne nous appartient plus de manière affective, hein, de manière solide, bien sûr que c'est notre enseigne, mais c'est aujourd'hui le restaurant de la diaspora. Et cette fierté-là, laissez-moi vous dire, elle m'anime tous les jours. Je souris toujours quand je vois cette photo ou quand je vois cette devanture parce que j'y passe beaucoup de temps. J'y passe encore beaucoup de temps. Comme je dis à tout le monde, un business, si vous n'y êtes pas présent, si vous ne le sentez pas, l'objectif, c'est pas d'être en immersion, mais c'est de le sentir et de pouvoir prendre de la hauteur pour tout le temps se renouveler. Et donc, Villa Massaï, c'est vraiment... c'est plus un bébé, c'est un ado, là. Ouais, je peux voir ça. qui grandit, qui suit son petit bonhomme de chemin avec... une grande famille, cette famille, ces collaborateurs que j'appelle l'extension de ma famille, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ok, mais bon, c'est un lieu mythique. Moi, à chaque fois que je pars à Paris, que je pars à la Villa Massaï, je suis content d'y être. C'est toute une atmosphère. En tant que client, on ressent toujours l'atmosphère, mais toi qui y travailles toujours, est-ce que ça reste toujours une sorte de culte, d'endroit mythique pour toi, ou ça devient juste du travail? Mais je vais être honnête, hein, j'ai souvent du mal à partir. J'ai souvent du mal à partir et laissez-moi vous dire, comme je dirais aussi à toutes ces personnes qui nous écoutent, quand c'est vraiment profond, quand cette passion est vraiment profonde, vous ne sentez même pas les choses hein, parce qu'on les fait de manière tellement naturelle, ce n'est pas subi. Donc, le climat à l'intérieur, on fait en sorte d'avoir une culture de société, des valeurs qui font que l'atmosphère est très, très friendly, très famille, très relax. C'est ça. Tout en gardant ce côté d'excellence et de professionnalisme que j'entretiens. Et oui. Et ça, c'est important. C'est notre base. Ok. Et il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer forcément dans la restauration. Et pour moi, Villa Massaï, c'est aussi la vitrine de l'Afrique en Europe. Plus grand restaurant gastronomique. Je pense que cette villa, c'est 300 couverts à peu près. 300 couverts. 300 couverts. Quand on y va, on voit que les Africains peuvent être excellents. Ça diffère des autres restaurants qu'on peut trouver ailleurs, qui ne sont pas si bien et tout. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration, à travers ton expérience, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant? Sur quel point ils doivent insister? Déjà, dans le secteur de la restauration, que ce soit en Occident ou en Europe ou en Afrique, il s'y passe des belles choses. Nous, on est arrivé en cours de chemin. D'autres ont fait de très, très belles choses. Maintenant, je sais parler de notre propre expérience. Et pour pouvoir, le conseil que je donnerais à toute personne qui veut se lancer dans le secteur de la restauration, quelle que soit la spécialité, formez-vous avant, renseignez-vous avant, professionnalisez-vous. La cuisine d'un restaurant n'est pas la cuisine de votre appartement, que les choses soient bien claires. Il y a des codes, tout est millimétré en fait. C'est comme une musique, il y a un chef d'orchestre. D'ailleurs, en cuisine, on appelle un chef. Pourquoi? C'est le capitaine de sa zone. Au niveau de la salle, vous allez avoir un directeur, des maîtres d'hôtel, etc. Tout est régi, c'est hyper organisé. C'est limite, c'est non visible. On le veut non visible, mais c'est très militaire. C'est une organisation, clairement. Et toi, aujourd'hui, avec ton expérience, tu pourrais former des personnes dans ce sens? Est-ce que tu y penses? J'y pense pas. C'est venu à moi. On a commencé à nous solliciter. Donc, je suis aussi aujourd'hui consultante en restauration. Ok, on pourra en parler. Sans problème. On pourra en parler dans la suite. Plaisir. Tu l'as fait avec tes frères.
Tout à fait. Moi, j'ai un motto où j'ai une motivation, une phrase, ne jamais faire de business en Afrique. En famille plutôt. Famille. Bon, je le dis en Afrique parce que j'investis principalement ici en Afrique. Et toi, ça a été facile de lancer un business avec tes frères? En plus, seule fille parmi les 4 frères. On s'est pas posé la question parce qu'on a quasiment toujours travaillé ensemble. Mais avant de travailler ensemble, on est tous sortis du même ventre. Et on a eu ces parents qui étaient très... Tout commence à la base, en fait. On a eu ces parents qui étaient très... qui appuyaient beaucoup sur cette unité familiale, cette solidarité. On a un papa qui était... on faisait tout ensemble. On faisait tout ensemble. On était au départ, quand l'un fait une bêtise ou engueule l'autre, le pardon, on nous imposait, tu demandes pardon, tu t'excuses, tu ne parles pas ainsi à ton grand frère. Donc, on était déjà régis par des règles. Ouais. Limite, quand on était petit, je disais, on nous force à nous aimer. Mais en réalité, non. On nous emmenait vers quelque chose qui était cette attache. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, depuis petite, je suis affectueuse à mes frères. Je connais leur odeur, je connais leur caractère, je connais leurs envies parce qu'on nous a accompagnés à nous connaître les uns les autres. C'est souvent parce qu'on se méconnaît. Chacun prend des voies, on grandit ensemble, après chacun prend des voies. Nous, chacun a pris des voies, mais on restait toujours concentré sur le cordon ombilical. Tous les dimanches, on avait ce repas familial qui nous unissait, dans lequel on partageait nos moments forts, nos moments de chagrin, des rigolades, des souvenirs. J'en ai, mais... énormément, quoi. J'en ai trop. Effectivement, je suis la seule fille parmi cette fratrie. Donc ça, c'est le côté famille. Sinon, dans le business, ce sont mes associés. Oui, est-ce que vous arrivez à faire une différence vraiment entre frères et associés? Et moi, comment vous arrivez à faire ça? Mon cerveau est très clair. D'accord. Je ne mélange pas. Quand on est au travail, on est au travail. C'est la rigueur, c'est les engagements, c'est les responsabilités de chacun. Chacun connaît sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun a des comptes à rendre à l'autre. C'est ça. Et avec des comptes factuels. C'est-à-dire que quand il y a des ordres de mission, quand il y a des ordres du jour dans les CODIR, car on emploie vraiment les stratégies que les grands groupes du CAC 40 emploient. Quand on est autour de cette table de réunion avec des sujets très chauds, tu dois défendre ton idée pour qu'elle soit validée à l'unanimité. Si elle n'est pas bonne, j'ai aucun complexe à dire « I'm sorry, but no, on ne va pas vous suivre ». Mais quand l'idée est bonne, on est plein d'émotions, on acclame, on est content, il y a beaucoup il y a beaucoup de mouvements. En tout cas, c'est très mouvementé chez nous. Parce que pour parler de mes frères, ce sont des garçons assez costauds physiquement et intellectuellement. Donc, je suis en match tous les jours avec eux, mais ils me font grandir tous les jours par beaucoup d'affection et beaucoup d'intellect. Ok, et tu te situes à quel niveau? Je suis au milieu. Tu es au milieu. J'ai 2 grands et 2 petits. Pile poil au milieu, quoi. Est-ce que, du coup, professionnellement ou dans l'association, il y a une hiérarchie? Il y a un... Non. Non, et bien vous décidez à 5. Tout à fait. Vous prenez toutes les décisions à 5. Il n'y a pas de hiérarchie? Il n'y a pas de... En fait, il y a une hiérarchie non visible qui s'appelle le droit d'aînesse. Voilà. On est régi par cette règle-là. Maintenant, le droit d'aînesse ne donne pas le droit. Si ton idée n'est pas bonne, on lui dira qu'elle n'est pas bonne. Mais comme je dis souvent, il y a le fond et la forme. Tout dépend de la manière dont vous emmenez les choses. Avec le temps, j'ai aussi beaucoup grandi. Mes frères, pareil. On a appris à se parler. Pourquoi souvent les gens n'arrivent pas à travailler en famille? Parce qu'on mélange l'affect, on mélange les sentiments. Les sentiments n'ont rien à voir avec le business. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je t'aime et je t'adore, en fait. Mais là, non. On peut sentir le non. Oui, c'est clair. Mais comment vous auriez réagi si un des frères, peut-être, brisait le pacte? S'il détournait de l'argent, s'il faisait quelque chose qui n'entrait pas dans le bien-être de l'entreprise? Est-ce que vous le couvrirez ou bien vous allez vous en séparer? Ça n'arrivera pas. Que Dieu nous préserve de cela. Ça n'arrivera pas parce que ce ne sont pas nos valeurs de base. On n'a même pas eu l'habitude de voler dans le portefeuille de nos parents, ni entre nous. On a eu à faire des petites bêtises d'enfants, mais non, c'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet. C'est-à-dire, la partie financière, c'est ma partie. Et ils me font confiance les yeux fermés. Et j'ai cette responsabilité. Donc, je suis hyper transparente, très claire. On fait des états réguliers. Donc, il n'y a pas d'occasion. En fait, non.
vous savez, on a la même vision, on a tous ce même objectif. Donc, on est tous dans cette même dynamique. Et comment on arrive à avoir la même vision? J'insiste dessus parce qu'il y a plein de personnes de la diaspora qui se sont faites arnaquer par leurs frères, par leur mère parfois, par leur père qui sont en Afrique, à qui ils envoient de l'argent pour faire des business, pour changer la vie des personnes ici. Donc, on n'arrive jamais à comprendre pourquoi quelqu'un du même sang que nous va prendre de l'argent qu'on lui envoie pour mettre un business sur pied, pour en faire tout ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui a été vraiment très important? Sur quoi vous avez travaillé pour pouvoir arriver à avoir cette vision commune qui malheureusement manque à d'autres familles qui veulent se lancer en business ensemble? La clarté, la transparence, mais je dirais surtout la communication. C'est ça. Nous sommes des grands communicants. On ne passe pas des heures. Je suis entouré de garçons, donc c'est droit au but. Pas de fioriture, pas de friture. Sans jeu de mots alimentaires. Voilà, on y va, c'est assez cash. Nos discussions sont assez franches. Si vous participez à l'une de nos réunions, vous pourrez même avoir un peu peur. Je peux voir ça. C'est très animé, mais par contre, c'est franc. Moi, je retiens juste ça. Comme on dit, quelle que soit la marque du vélo, on s'en moque, on roule seulement. Et nous, on roule. Vous y allez, quoi. On roule, on a un goal et on y va. On y va. Super. On va parler de la partie financière un peu plus tard parce que vraiment, je pense que c'est important. Et surtout, si tu t'occupais des finances de Villa Massaï, on veut savoir. Il y aura des chiffres que tu partageras avec nous, peut-être. Et dernière question sur la Villa Massaï, et puis on va avancer. Est-ce que tu penses que le fait que vous aviez été des frères, que ce soit une fratrie qui ait lancé ce projet, ça a été aussi l'une des clés qui a permis ce succès? Brigitte Osso, toute seule, l'aurait fait? J'aurais pu, mais on aurait pu, parce qu'ils sont tout aussi intelligents et ils auraient tout aussi pu porter ce projet. Mais notre force à nous, c'est la complémentarité. On a su, comme je dis, si tu m'arranges pas, faut pas me déranger. Et comme ils disent, j'ai rien inventé, pardon. Mais on a chacun, on a la même vision, mais on a des forces différentes. Et c'est l'addition de ces forces qui font le résultat de ce qu'on est aujourd'hui. Donc oui, on aurait pu le faire ensemble, mais franchement, pourquoi s'empêcher de jouir de la force de l'autre? Donc non, on ne s'est même pas posé la question. Ok, super. C'était une évidence. Et pour revenir encore sur ce sentiment que tu as quand tu rentres dans cette enseigne-là, il faut juste rappeler que c'est un site qu'on a mis des années à trouver parce on est très exigeant par rapport à où on voulait être, la capacité, l'offre qu'on voulait apporter. C'est ça. C'était pas de l'opportunité, je fais vite, non. C'était réfléchi. On avait une to-do list, elle était bien précise. On avait un cahier des charges bien précis. Donc, on a mis des années à trouver ce lieu. Ce lieu est un lieu qui est classé monument historique. Qui a plus d'une centaine d'années. Et des éléments même sont intouchables. Donc c'est juste, et on le sent dans cette vibration, dans cet établissement. Elle est très chargée et moi j'adore. Mais du coup, quand vous trouvez le lieu, vous l'achetez, vous le louez, on pourrait se dire ça coûte cher, c'est quand même dans le 2e arrondissement de Paris. Donc, oui, le fonds de commerce forcément. Le fonds de commerce, les murs non. Non, super. Les murs pas encore, peut-être un jour. Ok. On va parler on va montrer une deuxième photo. Yes, je les adore. C'était gare, ça. C'était gare sûre. Ils sont trop beaux. Trop beau. Le noir, moi, je trouve ça très beau aussi. Vous savez, le noir, je suis habillée d'ailleurs en noir aujourd'hui. J'aime les couleurs, c'est très joli aussi. Mais dans notre secteur d'activité, c'est pas nous qu'on doit voir. On est là au service du client. Donc, on doit être on doit être au service avec beaucoup de transparence, mais le client doit se sentir entouré dans une discrétion totale. Et le noir, c'est le summum du luxe. Exactement, tu le dis bien. Cette photo a été prise à quelle occasion, si tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle de tous les détails. Alors, tu peux nous dire un peu? Clairement. Oui. En fait, sachez que Villa Massaï aujourd'hui retentit à travers les différents continents, à travers le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on octroie un sacré budget marketing. Et ce marketing, il passe aussi par, de manière trimestrielle, des shootings food, donc des shootings sur nos nouvelles recettes, sur nos plats, la valorisation de l'établissement, mais pas que, parce que cet établissement, il vit, il transpire, parce que derrière, on a des vaillants, on a des
hommes, on a des guerriers avec nous. Et ce sont ces guerriers. Donc, quand on fait le shooting, j'octroie une part importante à mettre en lumière ces hommes qui nous accompagnent, qui sont à nos côtés. Car ce sont les petits clous qui tiennent les gros tableaux. Très bien dit. Donc, sans eux, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que c'est facile avec eux? C'est pas toujours facile. Voilà. Du coup, quelles sont les grandes difficultés que tu rencontres avec les employés? Je suppose, vous lancez ensemble Villa Masai, un restaurant africain. Vous avez certainement connu des difficultés à recruter. Tout entrepreneur fait face à cela. Donc, quelles ont été les premières difficultés que vous avez connues au départ avec surtout les recrutements et tous les employés? Vous allez en rencontrer, vous allez vous tromper sur certains profils, vous allez vous tromper sur leur objectif de vie, sur leurs ambitions, sur leur pourquoi. C'est ça. Donc, et au fur et à mesure du temps, on a affiné le process de recrutement. Et ben maintenant, on arrive à presque pas se tromper pour pouvoir ensemble faire en moyenne 3 ans, voire plus. Et pour ne pas se tromper, ben faut l'écrire cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut un programme de formation, d'accompagnement. Donc j'ai bêta-testé avec les équipes en interne. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui fonctionne et très bien. Il faut les accompagner à être la meilleure version d'eux-mêmes dans la retranscription du message de Villa Masai. C'est à travers des plats, mais c'est avant tout de l'hospitalité professionnelle. Donc c'est en les accompagnant, vous allez pérenniser. Quand vous vous concentrez sur des gens, vous mettez de l'énergie sur eux, vous les accompagnez à se monter en compétences. Mais la reconnaissance, elle est de facto là. Et c'est comme ça qu'on accompagne nos collaborateurs. On fait en sorte qu'ils travaillent dans une enseigne, en tout cas, qui va les emmener d'un point A à un point B. Si j'ai pas emmené au point B, C, jusqu'au bout de l'alphabet, c'est que j'ai raté ma mission. Donc toi, en tant que chef d'entreprise, c'est ton rôle d'accompagner tout ton personnel, tes collaborateurs à atteindre ce point Z là. Je ne suis pas seul. Hein. C'est ça quand j'ai dit. J'ai la chance, bien sûr, d'être. Tu travailles avec plusieurs autres personnes. Oui. Okay. On écrit l'histoire et d'autres la racontent encore pour nous. Ok. Mais tu as quand même quelques anecdotes avec le personnel, des choses. Tu peux nous en partager quelques-unes? On en a de très fun. Quelle anecdote je pourrais te raconter? On en a, des fois, vous allez tomber sur des petits jeunes. Quand l'été arrive, ils ont envie de partir en vacances. Ou alors, pendant les fêtes de Noël, ils ont envie d'aller fêter. Mais alors que là, nous, c'est des périodes... L'été, pour certains, la période est basse. Pour nous, elle est très forte parce que quand les Parisiens partent, les étrangers arrivent. Donc, on a aussi... Nous, c'est non-stop toute l'année, 365 jours. Mais on a des pics d'activité. En été, ça fait partie des pics d'activité. Pendant les fêtes de fin d'année, ça fait partie des pics d'activité. Vous allez tomber sur des jeunes qui... ils pensent que vous oubliez, ils vont tuer 2 fois la grand-mère, ma grand-mère est morte, ils doivent partir. J'exagère, mais c'est déjà arrivé. Vous allez avoir, des simulations de maladies. Mais en fait, c'est ce que tout le monde rencontre tout le temps. Après, sincèrement, ça nous arrive quand même de moins en moins. Pourquoi? Je favorise aussi avec mes collaborateurs beaucoup la communication. Et on est très à l'écoute. Vous habitez loin, vous avez un problème pour rentrer, on essaye de vous libérer plus tôt. Franchement, à partir du moment où la personne trouve son organisation adaptée à son travail, sincèrement, elle va travailler sans compter. On l'occulte, on veut imposer des choses, mais des fois, il faut arrondir les angles. Et en les arrondissant, on arrive à avoir le jus de nos collaborateurs et quand ils sont au travail, ils sont hyper concentrés. Ils sont pas stressés par comment je vais rentrer, à quelle heure ça va se terminer. Non, pas du tout. Parce que j'essaye d'adapter dans la mesure du possible, bien sûr. Tu es très protectrice de tes employés. En tout cas, tu fais en en sorte qu'ils... Très maternel. Très maternel. Voilà. Je pense que c'est aussi ça. Un peu Margaret Thatcher, mais maternel. Mais quand même, tu arrives à taper du poing sur la table quand ça va pas, quoi. Sans hésiter. Ok. J'aime dire la vérité, moi je ne peux pas garder. C'est super. Et forcément, la restauration, c'est un endroit ou un domaine où il y a beaucoup de turnover. Tu viens de dire 3 ans quand même, en moyenne. Que notre taux est très faible. Est très faible, voilà. Forcément à cause de tout ce que vous mettez en place, la communication, l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font quand même que 3 ans d'écoute? Okay. On connaît tous les noms de nos collaborateurs. On connaît les noms, on s'intéresse à eux. Un mariage est fêté par les équipes. Une naissance est fêtée par les équipes. Un moment triste dans la vie, on va soutenir. En fait, notre richesse culturelle africaine, je la porte. Elle trouve sa place dans mes lignes d'accompagnement. Parce que je trouve qu'on est riche de ce genre de choses. L'humanité.
Et c'est ce qu'il faudrait utiliser Clairement. davantage dans nos business. La rigueur, mais l'humanité. L'humanité. Comment arriver à être humain? Surtout en Afrique où dès que tu es humain, on veut profiter de toi. On te prend pour le dindon de la farce. Vous savez pourquoi? Je veux savoir. Parce que très souvent, quand on a de l'argent, on est dans de la délégation totale. Erreur. On doit être dans l'exemplarité. D'accord. L'exemplarité. Quand les gars vous voient faire ce qu'eux doivent faire, ils se disent « Ah ouais, je dois essayer de faire et je vais arriver à faire comme elle. » Et de là, vous le faites ensemble, une fois, deux fois, troisième fois, ils vous diront, ils viennent vers moi et me disent « Non, madame, on va faire. » Et là, je me dis « Ouais, j'ai réussi quelque chose. » Ah, d'accord. Donc, il faut faire. Il faut qu'ils te voient faire et ensuite, ils viennent dire « Non, je vais faire quoi. » Et en fait, c'est l'exemplarité. Il faut leur montrer. Je suis là avant eux. Je peux partir après eux. Je suis tout le temps sur le terrain. Je suis au courant de tous les projets. Je m'intéresse à mon business. C'est ça. Mais par contre, je m'y intéresse pas seul. Je les embarque avec moi. Quand il y a des gros événements, on a eu à recevoir des autorités, des officiels, des présidents. Quand il y a ce genre d'événements, on fait des réunions en amont, on dispatche les rôles et chacun se sent important sur la réussite de cet événement. Et là, c'est une fierté générale. Ouais. D'accord, je pense que... C'est pas ma réussite, c'est la nôtre. Il y en a certains qui communiquent plus sur nous, sur l'enseigne. C'est fou. Je suis des fois surprise. Ouais. Ça, c'est des choses qui me touchent clairement. Moi, je pense que beaucoup de personnes vont apprendre énormément parce que il y a certains aussi qui font plus le boss. Genre, je t'ai dit de faire ça, tu fais ça, tu es payé pour ça. Ce que tu es en train de dire, c'est de partir totalement au contraire dans l'autre sens. C'est de faire, de montrer et ensuite d'accompagner pour qu'ils puissent le faire. Il faut discuter et surtout, pardonnez-moi, mais employer la bonne personne pour le bon poste. C'est ça aussi. Parce que ce que je remarque, l'un de nos défauts sur le continent, que j'ai remarqué, bon après je crois que c'est devenu une normalité, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Pour un poste, on emploie 3 personnes. Mais si on ne fait pas ça, on est un peu foutu. Moi, j'entends, mais comment tu fais? Oui. D'accord. Mais pour cela, miser un peu plus. Faut les payer peut-être un peu plus pour avoir la personne qui est diplômée, qui a les compétences, qui, elle, après, formera une personne en dessous. Et là, l'équipe va monter en puissance. Mais tout de suite, on prend du niveau bas pour payer bas. On a beaucoup de gens. Non. On met la main à la poche. Mais est-ce que c'est forcément pour payer bas? Parce que... Je ne sais pas. Un gros souci, en tout cas moi, que je rencontre ici, c'est que à un moment donné, quand on commence à payer à un certain niveau les gens, au lieu de s'attendre à ce qu'ils produisent encore plus, ils se relâchent. On a l'impression qu'il y a une façon, il y a un salaire cible qu'ils veulent atteindre. Et une fois que ce salaire est atteint, c'est bon, j'ai plus besoin de faire plus d'efforts, je fais tranquillement. Il faut déjà y aller par palier. C'est pour ça qu'on est obligé de commencer par des trucs bas. C'est normal. Oui. Il faut y aller par palier. Il faut challenger la personne. Moi, laissez-moi vous dire, tous les jours pour eux, c'est un nouveau jour. Quand ils rentrent, ils se disent aujourd'hui, on va te manger à quelle sauce? Tous les jours est un nouveau jour. Je mets des challenges en place. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on a beaucoup de garde-fous qui nous permettent de contrôler est-ce que, à travers certains process, tout est bien respecté. À un moment donné aussi, il faut que la personne se sente en danger. C'est ça. Conquis n'est pas acquis. Clairement. Pourquoi il faut qu'elle sente qu'elle peut perdre son travail à tout moment aussi. Tout moment. Et là, du coup, ça lui donne le... Oui. Et ça, c'est un point sur lequel aussi j'appuie beaucoup. Certaines personnes aiment prendre la confiance. Non. Je leur rappelle toujours que avant eux, on faisait. Après eux, on fera. Ça, c'est bien. Défends ton job. Ah ouais. Tu veux le garder, t'as intérêt à te battre pour ça. Faut le défendre. C'est sûr. Ok, tu viens de parler de présidents qui sont passés par Villa Massaï. Il y a plusieurs artistes aussi de renom qui y sont passés. Est-ce que ça rapporte vraiment du business? D'avoir tous ces officiels, ces personnalités passées? Ça assoit la notoriété, forcément. C'est pas... quand vous avez déjà on n'en parle pas très souvent. Pour la majorité, on communique quasiment pas dessus. On communique pour ceux qui acceptent d'être en visibilité. Pour beaucoup, on communique pas dessus, mais eux vont le relayer dans leur réseau. Et oui, ça assoit la notoriété, ça assoit votre sérieux et ça assoit votre position. Vous voulez viser le bon et l'excellence, mais il faut en face qu'il y ait le client qui soit en phase. C'est sûr. Donc, voilà. Il faut que ça ait contribué quand même. Ok. Et qu'est-ce qui fait de toi l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, à travers Villa Massaï et tout ce que tu fais d'autre dont on parlera,
Pour toi, qu'est-ce qui a poussé à ça? Qu'est-ce qui a contribué le plus à ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a contribué? Ben déjà, je suis profondément une passionnée. C'est ce qui m'a poussé à me lancer sérieusement et vraiment à 100%. Mais la passion ne nourrit pas. C'est sûr. Et j'ai agrémenté tout cela de beaucoup de discipline. C'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Je fais pas tous les jours la même chose, mais je suis très organisée. Toute ma vie est assez millimétrée. Après, j'ai des périodes de lâcher prise parce que je reste aussi une femme avec beaucoup de... j'ai un cœur comme tout le monde, j'ai des sentiments, j'ai de l'émotion. Donc, j'ai des hauts et des bas, j'ai des moments de fatigue, des moments de... Mais ma discipline m'aide c'est ce qui régit et qui m'aide à être qui je suis aujourd'hui, clairement. Ok. Et comment tu arrives à gérer tes moments de fatigue, de démotivation? Parce que ça arrive. Peut-être de procrastination également. Quels sont tes tips pour passer ces moments-là? Et aussi, forcément, forcément, on le dit que tous les entrepreneurs passent par là. Tu as dû connaître quelques moments de dépression entrepreneuriale. Clairement. Si je dirais que non, ce serait un mensonge. C'est sûr. Forcément, parce qu'on se donne souvent un peu trop à fond et on n'a pas comme sur nos smartphones ce niveau de batterie qui nous dit t'es à 2, t'es à 50, non, on n'a pas ça. Donc du coup, faut écouter son corps. Moi, j'ai un cercle très restreint, mais très affectueux qui... dans certains moments, a l'honnêteté de me dire ah, t'as pas l'air très en forme. T'as pas l'air... Voilà, je suis bien entouré. J'ai la chance d'être bien entouré et j'écoute mon corps. T'écoutes ton corps. Je ne cesserai de le dire. Quand j'ai ces moments de fatigue, sincèrement, c'est pas méchant, mais je me mets en off total, 1 ou 2 journées. Et tu recharges tes batteries. Je recharge mes batteries spirituelles, physiques, mentales. Et après, je vais de revenir telle une Amazone. Tu viens tout enraciner et tout bien faire. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un moment où tu pensais vraiment avoir touché le fond? Sincèrement, je vais toucher du bois parce que c'est pas que j'ai connu ce moment très bas. On a des hauts et des bas, on est tombé plusieurs fois, mais j'ai ce mental qui fait que le bas va pas m'avoir comme ça. Moi, on se relève, on recourt, on refonce, on recommence, on revoit, on révise la copie, on consulte, on se rapproche d'autres. Non, je pense que c'est plutôt savoir rebondir rapidement. Parce que sincèrement, ce vrai fond, quand on le touche, pour se relever... C'est difficile. Donc, et comme je vous dis, j'ai la chance d'avoir 4 associés. Donc, on arrive physiquement, on se connaît tellement par cœur. Quand on voit qu'il y en a un... je me suis déjà vu offrir des billets d'avion. Ah bon? Par mes frangins qui me disent, non mais là, Brigitte, c'est bon. Quand je deviens un peu trop exécrable, voire insupportable, bye bye. Vous arrivez à le sentir et parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on se connaît par cœur. Quand vous devenez un peu trop irritable, un peu trop susceptible, un petit peu trop à fleur de peau, à ce moment-là, il est important d'avoir des personnes autour de soi qui vous touchent comme ça l'épaule en vous disant déjà, 1, ça va aller, et 2, t'as le droit de t'arrêter. C'est pas méchant. C'est ça. La Terre va continuer de tourner et tu reviens quand tu le sens. Et laissez-moi vous dire, quand vous vous sentez soutenu comme ça, vous voulez pas décevoir, vous revenez bien. Super. Brigitte, tu parles beaucoup de tes frères. Quand tu parles de soutien, tes frères, les colosses, tu parles très peu de ton mari, de ton partenaire, de ta famille. Bon, quand je dis ta famille, tes frères font partie de ta famille, mais de ta famille nucléaire. Aujourd'hui, c'est une volonté pour toi de protéger ton mari, ton partenaire et tes enfants? Ma vie privée reste complètement privée parce que c'est ma bulle d'oxygène. Vous pouvez me voir sur mes différents réseaux sociaux. Déjà, j'y vais en nom propre, j'y vais pas en blaze. J'y vais vraiment avec mon patronyme de naissance, Brigitte Oussou, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram et TikTok. Oui. Ah, t'es sur TikTok? Tu danses ou tu chantes? J'adore chanter et danser, mais non. Non. J'aide à se développer.
sur cette page-là. Les personnes qui me suivent savent ce qu'ils viennent chercher chez C'est moi. sûr. Et pour ce qui est du reste, c'est pas ce qu'ils attendent de moi. Donc, c'est important pour moi, mais c'est pas forcément important que j'ai envie de me préserver cette partie-là. Ah, c'est sûr. Donc, tu partages ce qui va aider les gens qui vont te suivre et pas clairement. forcément les potins Non, et ceux qui je viendront suis pas s'affairer, quoi. lifestyle. C'est ça. J'ai fait le choix de prendre une branche, une direction qui est business. C'est ça. Ouais. Du coup, Et puis de temps en temps, comme en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire, je partage un petit peu, parce que j'avais cette petite partie un peu vacances, donc je partage un petit peu pour aussi dire à mes amis entrepreneurs ou ceux qui veulent l'être ou ceux qui sont en poste, qui travaillent aussi, le break, il est important aussi. ça, c'est important. Merci d'ailleurs de prendre un peu de ton temps de tes vacances pour faire ce podcast. C'est un plaisir, j'adore aller les deux. Et t'arrives quand même, parce que si tu nous dis, reposez-vous, prenez du temps. Quand tu prends tes vacances, tu devrais plus travailler, normalement. Est-ce que tu arrives à te détacher vraiment À du 100%, business? non. D'accord. Non, mais c'est pas grave, personne me force. C'est comme ça que je suis. J'ai une personnalité contrôlante. Donc j'ai besoin d'avoir, ne serait-ce que de manière hebdomadaire, un état des lieux. De ce qui se passe. Bien Et sûr. du coup, qu'est-ce que tu as mis en place dans tes business pour pouvoir arriver à regarder tout à distance et aussi régulièrement? J'ai les têtes de ponte, les directeurs de chaque secteur qui me font des états de manière hebdomadaire quand je suis en déplacement, comme actuellement. Après, on se fait des appels, Ils savent que mon téléphone reste très ouvert, mais ils sont très respectueux de mon bien-être parce qu'ils savent que quand je suis sur le terrain, ça joue pas. C'est ça. Mais quand je suis en off, ils sont très respectueux. Par contre, ils savent que j'aime savoir, donc on me donne des informations et puis laissez-moi vous dire, à un moment donné, il faut faire confiance. Voilà. Je suis contente. On est arrivé à ce niveau de maturité et je pensais que ça allait pas être gagné. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'y étais pas, ça fonctionnerait pas. C'est ça. Non, à un moment donné, il faut juste employer les bonnes personnes. Mais ça a pris quand même beaucoup d'années pour arriver à ça. Énormément. Donc, faut pas se presser, il faut juste aller. Rêver. C'est ça. Ça prend du temps de découvrir la personne qui va comprendre la vision. Oui. Du coup, ce que tu fais pour déléguer, c'est de trouver la personne qui comprend la vision. Et comment tu délègues finalement? Sur quelle base? Sur des missions bien précises. Aujourd'hui, on va avoir, comme dans toutes les boîtes, la responsable marketing, la responsable comptabilité, bref. On a des pôles, après on délègue. Et puis chacun de ces pôles-là a des objectifs à atteindre et on fait des états et puis on y va. Si les chiffres sont pas atteints, on se pose des questions, on rejoue les cartes, on voit ce qui va pas, on analyse par rapport à du N-1, on analyse par rapport à la périodicité, est-ce qu'on est en croissance ou pas, quel était l'épiphénomène qui a fait que là on a pris un boom ou alors au contraire il y a eu un déclin. Voilà, on analyse tout le temps. En tout cas, moi, ma délégation, c'est avec des gens assez intelligents qui ont compris que pour que ça fonctionne, il faut analyser tous les jours, comprendre tous les jours, faire des inventaires réguliers, savoir où on en est à tous les niveaux. Je suis tellement pris. Je fais qu'écouter. J'écoute religieusement ce que tu dis. Parce que je pense que ça va servir à énormément de personnes, toute cette expérience, forcément, vraiment. Faire des inventaires. Parce que moi, aujourd'hui, je suis dans la phase où vraiment déléguer n'est pas facile. On ne peut pas dire. Parce que on délègue, ce n'est pas fait comme on veut. Bon, avant, j'avais tendance à blâmer les personnes à qui je déléguais. Et finalement, je me dis, c'est peut-être moi qui n'explique pas bien. Erreur. Je n'explique pas mieux la vision. Donc, à tous les entrepreneurs qui sont dans cette même phase, ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Comment arriver à bien déléguer au final? Soyons clairs sur l'objectif à atteindre. Après, à un moment donné, faites confiance. Ce sera jamais comme vous. Et alors, c'est justement... C'est ça le problème. Oui, mais ce sera pas comme vous, mais l'objectif, c'est pas non plus de faire des clones. Moi, je veux pas des clones. Je veux des personnes qui viennent avec leur peps, leur originalité, etc. Par contre, la ligne, elle bouge pas. C'est ça. Par contre, voilà... Il faut que les choses soient faites. Et même au contraire, j'adore avoir une lecture avec une vision d'un angle différent parce que ça nous fait nous remettre en question. J'avais pas pensé à ça. Non, au contraire, vous allez avoir des idées, des choses qui vont arriver d'autres personnes hyper surprenantes. Donc je délègue. Très souvent, j'arrive à être assez satisfaite. Je suis hyper exigeante. Bon, après,
Ils vont pas être fâchés s'ils m'entendent. Je suis pas toujours contente, mais ils savent que je suis hyper exigeante. Mais en réalité, quand je dis rien, c'est que ça va. Et ça va souvent. C'est ça. Après... C'est souvent ça aussi. Quand ça va, on ne dit rien. On ne parle que quand ça ne va pas. Oui, mais j'ai appris maintenant à féliciter aussi un petit peu. Ah oui, Ça, à c'est savourer important. les victoires. J'avais pas pour habitude de savourer mes petites victoires. Quand j'atteignais un objectif, dans ma tête, c'est ça, c'est fait. Passe à autre chose. Et non, je me suis fait un peu secouer parce que je me fais accompagner aussi. Et on m'a dit non, tu te stoppes, tu fais un point et t'apprécies. Et tu savoures et tu partages. C'est ça. Ça, c'est important. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est plus simple avec le personnel et tout parce que tu es en France plutôt qu'en Afrique? Non. C'est pareil. C'est pareil. Après, il faut s'adapter à l'environnement. C'est tout. C'est ça. Il faut juste s'adapter à l'environnement. Mais que ce soit ici ou là-bas, faut s'adapter aux environnements. C'est clair que il y aura des différences culturelles, des habitudes, la notion du temps, la notion de rapport à l'argent, le sens du détail, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Hein. Là, je dis pas qu'à Paul, il y a ça, à Jacques, il y a ça. Non, pas du tout. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, ouais, on va tailler jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on veut atteindre. Mais oui, ce sera pas pareil, mais bon. C'est aussi ça, aussi le rôle de l'entrepreneur, s'adapter et puis apporter des solutions aux problèmes auxquels il fait face. Clairement. C'est ça. Moi, je me sépare que des gens qui m'apportent des problèmes. C'est ça. Écoutez bien. Ah, sincèrement, je dure pas longtemps dans mauvais rêve. On m'embête pas très longtemps. L'objectif, c'est vraiment qu'ensemble, on soit fiers de nous tous les jours. Et l'une des phrases que je pose, on travaille beaucoup, on travaille de longues heures et intensément. Moi, j'aime le travail assez intense parce que j'aime les émotions, les sensations. Et très souvent, à la fin de la journée, quand on a abattu beaucoup d'heures de travail, je les regarde comme ça et je leur dis, moi, personnellement, je suis fier de ma journée. Et je leur pose la question, et vous? Et ils sont assez francs. Hein. Certains, très souvent, disent... ouais, c'était dur aujourd'hui. Ah bon? Mais donc l'objectif, c'est de repartir avec cette satisfaction. Mais c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours rose. À propos de rose, est-ce que ça a été rose en tant que noire africaine de réussir à ce niveau dans l'entrepreneuriat en France? Moi, je dis souvent, le business est non genré et il n'y a pas de couleur. Oui, dans la vraie réalité, oui, c'est un peu plus difficile quand vous allez vous présenter en banque. Un restaurant africain, vous voulez quoi? Ça. Ok. Mais laissez-moi vous dire, charge à vous de savoir bien argumenter, vendre, valoriser votre projet. Et laissez-moi vous dire, vous serez écouté par la bonne personne à un moment donné. C'est ce qui s'est passé pour toi? Non, c'est autofinancé, parce que ça a été difficile au départ. Et aujourd'hui, ils nous font la cour. Ils font le rang, comme on dit chez nous. Pour venir. Et vous n'avez plus besoin de leur argent? On a toujours besoin, mais pour l'instant, non. Mais on pourrait toujours avoir besoin. Qui dit n'a pas besoin d'argent? Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas avoir recours à un prêt bancaire pour vous développer, pour vous non, pour expand? On stabilise, on affine l'expérience, on affine le projet. On est des justes boutistes, donc on a envie d'aller encore plus en profondeur sur le projet. Et puis, on investit dans d'autres choses. Donc, voilà. On aura le temps d'en parler. J'étais très excité à l'idée d'avoir une villa Maasai à Abidjan, par exemple, ou à Kinshasa, ou à Douala. Est-ce que c'est dans le projet d'avoir des représentations en Afrique? Pourquoi pas? Si on a des personnes qui ont envie d'avoir accès à cette franchise, on est ouvert à la discussion. J'ai entendu le mot franchise. J'aime beaucoup ce mot. Est-ce que du coup, c'est quelque chose sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment ou... Le book est déjà écrit. Eh bien, dis donc. OK. On va montrer une autre photo. Voilà. Je te vois déjà sourire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte ça a été pris? C'est une vidéo, hein. Mais on a pris une partie qui est très intéressante. Faut pas me déranger. Et tu l'as déjà dit. Donc, c'était quoi l'histoire derrière cette vidéo? Et puis, on aura le temps de parler de ce petit mot, de cette phrase. L'histoire de cette vidéo, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est
moi qui n'ai pas forcément envie de travailler avec des personnes de ma famille, mais j'aurais besoin de m'associer pour avancer. Donc, je leur dis souvent, soyez très attentifs aux associations. Ne vous laissez pas guider par des émotions, par de l'affect ou par de l'amitié. Comme je dis, si tu m'arranges pas, faut pas me déranger, dans le sens où une association, un associé qui rentre dans votre projet, ou alors vous, à l'inverse, il faut que vous vous servez à quelque chose. Soit vous avez la théorie, la pratique, soit, en fait, faut pas que vous ayez la même intelligence. Faut que vous soyez complémentaires. Et là, ça va être fort. Mais si vous suivez le mauvais chemin pour vous associer, ou alors juste l'argent, à un moment donné, bon, c'est assez limite. C'est assez limite. En tout cas, on doit nous apporter quelque chose. L'argent, c'est hyper important quand même. Soit c'est... J'allais dire ça. Ça fait. Soit c'est des finances, soit c'est une intelligence, soit c'est en tout cas, complémentarité. Okay. Sinon, oubliez l'association. Et en dehors de la complémentarité, est-ce que tu vois autre chose? Parce que pour moi, s'associer, c'est l'une des clés de réussite. Surtout pour nous, les Africains. On nous a tellement dit, on est désunis, on ne sait pas se mettre ensemble. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à le faire pour avancer. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Mais quand on est dans une communauté où on a connu beaucoup d'arnaques, beaucoup de soucis, ça devient très difficile de s'associer à des personnes. Donc toi, avec tes frères, par exemple, et tout, c'est quoi les critères que tu vas regarder, en plus de la complémentarité, pour t'associer à quelqu'un? Son rapport à l'argent. Comment tu testes ça? Comment on teste? Mais c'était testes, je suis très béaba. Ne serait-ce que aller dîner avec cette personne. Vous allez voir comment elle va réagir quand la note arrive. Béaba. Donc, comment tu juges? Si la note arrive, que la personne dit, eh bien, la personne regarde ailleurs, ça veut dire que celle-là, elle ne va jamais mettre son argent dans ton business? Non, après, on ne peut pas s'arrêter à ça. Mais oui, c'est déjà un premier niveau. C'est dans des petits détails que le diable se cache. C'est ça. Dans des petits détails. Donc, sincèrement, ça va être un associé, ça va être déjà son historique, son bagage. S'il vous dit, ah ouais, non, mais moi, mon précédent business, ça n'a pas marché, de toute façon, cette personne, elle n'écoute rien, soyez sensible à ça. C'est comme en couple. Quand la personne, elle vous dit, ah non, mais mon ex, il était comme ci, comme ci, comme ça. Toi, tu étais comment? Tout ça, tu dis jamais comment tu étais. On n'a qu'une version. Non, il faut vraiment prendre le temps de se tester, de s'analyser et de voir le bagage de chacun, en fait, clairement. Je pose vraiment des questions basiques à ce niveau pour permettre au grand nombre de vraiment comprendre. Donc, c'est sur quelle période de temps que tu penses qu'il est intéressant de jauger quelqu'un avec qui on veut se mettre ensemble pour du business? Voilà, c'est dur, mais... C'est dur. C'est dur, franchement, je ne pourrais pas te dire, mais il faut d'abord se tester. On ne se lance pas comme ça, par affection ou par confiance à un instant T, ou parce que j'ai été ébloui, ou par... Non, vous allez être déçus. Donc, prenez le temps, analysez, testez-vous sur une micro-affaire, un micro-deal, voir quand les bénéfices sont arrivés, comment le partage s'est fait, tester le rapport à l'argent. Certains, quand l'argent arrive, la tête, elle vrille. L'argent change les gens. Oui, et ça révèle leur vraie personnalité. Et ça révèle les vraies personnalités. Oui. Donc, il faut les tester sur ces matières-là. Associez-vous à quelqu'un qui a un réseau très fort, si le vôtre est faible, parce qu'il va vous ouvrir des portes que vous n'aurez jamais pu ouvrir. On s'associe à des personnes... Voilà, en fait, faut que ça s'imbrique, en fait, sinon... Sinon, ça n'avance pas. Non. Là, on te voit dans une cuisine. On va remettre l'image. Oui. Tu es dans une cuisine. Beaucoup diraient, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Elle devrait y rester. Et beaucoup sont encore réfractaires au fait que une femme décide d'entreprendre, d'être au devant de la scène et tout. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce genre de pensée, de dire? C'est archaïque. Je ne sais même pas qu'on pense encore comme ça. Déjà, moi, je prépare quand je veux. Je prépare avec l'envie. Et je prépare ce que j'aime pour faire plaisir. C'est ça. Ouais. C'est pas une obligation tous les soirs. Non, c'est pas ça la vie. Non. Moi, je fais tout avec le cœur, donc j'adore préparer. Et la place de la femme à la cuisine, c'est nul. À un moment donné, à force de ramener ça, ça commence à être saoulant.
Mais en tout cas, moi, c'est plus mon sujet. C'est plus ton sujet, ça. Non. Mais malheureusement, il y a encore pas mal de jeunes filles qui sont dedans, qui se bloquent. Moi, j'en connais pas mal qui me disent, ouais, je peux pas me lancer parce que j'ai pas confiance en moi, parce qu'on m'a dit, en tant que fille, je peux jamais faire ça et tout. Donc, à toutes ces jeunes filles, je pense que c'est surtout ça le plus important. À toutes ces jeunes filles-là, quel est le conseil que tu peux leur donner pour qu'elles puissent prendre leur courage à deux mains et se lancer? Déjà, elles peuvent. Ça. 2, ne laisse personne rentrer dans ta tête. Écoute, t'as une idée, t'as une pensée, t'as une envie. Écoute ton cœur, écoute ta tête. Ne laissez pas les gens, parce que les gens, ce sont des freins à main. Ils vous freinent. Pourquoi? Parce qu'eux n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'eux ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont peur que vous y arrivez avant eux. C'est pas le cas de tout le monde. Je noircis un peu le tableau juste pour celles qui se disent j'ose pas. Ose. Si tu le fais pas, qui le fera à ta place? Personne. Personne. Et grandir, pour pas dire vieillir, grandir avec des regrets. J'avais eu cette idée. T'avais eu. J'ai horreur des regrets. Donc non, au contraire, essayez, testez-vous. Et vous avez le droit de rater et recommencer encore. Et c'est pas grave. Mais c'est le fait de pas tester qui vous, en fait, qui vous frustre. Ça. Et après, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, hein, attention. Ah, t'es d'accord avec ça? Pour moi, tout le monde devrait être entrepreneur. C'est vrai, non. Si tout le monde entreprenait, qui travaillerait pour nous? On travaillerait avec des freelancers. Oui, mais non. Non, il y a des personnes, sincèrement, pour rencontrer, mais vraiment beaucoup de gens, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Il y a des personnalités qui sont meilleures et très puissants à vos côtés et qui ont des places, ce qu'on appelle souvent les numéros 2 de l'ombre, là, qui ont des places très fortes à vos côtés. Et moi, ceux-là, je les salue. Ceux qui travaillent aux côtés des vitrines, je les salue. On ne les voit pas beaucoup, mais ils sont très forts. Donc, c'est pas grave. C'est pas méchant. Et au contraire, moi, je pense que par contre, moi, en tant qu'entrepreneur, j'arrive à encourager autour de moi ceux qui veulent entreprendre sans aucun problème. Et aussi à développer ceux qui sont à mes côtés en tant que collaborateurs. Pour qu'ils puissent eux aussi monter en puissance. Et puis, qui sait, si demain ils veulent se développer, mais ce serait qu'une fierté pour moi. Ça m'est pas arrivé une fois, 2 fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais du coup, si pour toi, tout le monde n'est pas amené ou appelé à être entrepreneur, ce serait quoi les qualités qu'une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat devrait avoir? Puisqu'il y a beaucoup qui sont encore là, qui se posent la question, je suis salarié, je vais sortir du salariat, mais est-ce que je vais arriver en tant qu'entrepreneur? Est-ce que j'ai toutes les qualités nécessaires? Bien que je pense que les qualités peuvent s'acquérir. Donc, selon toi, ce serait quoi, par exemple, pour quelqu'un qui doute encore? Qu'est-ce qu'il devrait regarder pour se dire, allez, tu peux te lancer, tu peux le faire? Il faut déjà arrêter de se poser trop de questions. Franchement. Donc, si tu t'en poses trop, c'est que t'es pas entrepreneur. Non, c'est pas grave. C'est que ça n'a pas encore atteint son niveau de maturité. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Si vous pensez avoir la passion ou le sujet qui répond à un besoin, il faut que ce soit aussi réaliste. C'est pas parce que vous faites quelque chose dans votre cuisine que ça va marcher. Non, c'est pas toujours comme ça. C'est faux. Ça a marché pour d'autres, mais c'est pas toujours comme ça. Il faut avoir un objet ou un sujet qui répond à un besoin important. C'est ça. Et là, vous pouvez vous dire que j'ai quelque chose. Et là, maintenant, on commence à tester cette chose-là. Tester, lancez-vous. Moi, j'ai été salarié avant d'entreprendre à 100%. Et j'ai fait les deux pendant de longues années, plus d'une dizaine d'années, j'ai fait les deux. Parce que j'ai été comme eux, parce que j'avais peur, parce que je n'osais pas, parce que je ne croyais pas en moi. Et ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que... Mon entourage. Ton entourage, ouais. Mais on me dit, mais t'as des lunettes ou quoi? Tu ne vois pas ce que nous, on voit? Go, Brigitte, go. Entourez-vous bien. Soyez bien entourés. J'ai eu la chance d'être entouré de personnes bienveillantes. Donc, du coup, ça a beaucoup aidé. Énormément. Donc, même si on ne pense pas se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bon, c'est important de choisir son entourage. C'est fondamental. Et pour pas vous perdre. C'est ça. Pas se perdre, faut rester... Il y a un temps pour tout, il y a des amis pour rigoler, il y a des amis... moi, j'ai des amis avec qui j'adore vraiment m'éclater, avec lesquels je lâche tout, je lâche prise. Et je passe des moments, mais juste formidables. J'ai d'autres amis avec qui on peut passer des heures à discuter de sujets assez profonds, business, spirituel. On va aborder beaucoup de sujets. J'ai la chance d'avoir ce cercle assez, pas nombreux, mais assez garni et qui me permet de me sentir assez au complet.
Ah, ça, c'est bien. On parle d'entourage. Et je pense que pour un entrepreneur, l'entourage, ça va être aussi le réseau. Quelle est la place que tu accordes au réseau aujourd'hui dans ton aventure entrepreneuriale? Dans le top 3. Top 3? Ben, clairement. Ok, on parlera du top 1 du top 2 ensuite alors. Non, mais le réseau, c'est-à-dire que sans réseau, comment vous pouvez ouvrir des portes? C'est une main qui lave l'autre, en fait. C'est ça. Et comment aujourd'hui un entrepreneur qui débute, qui commence, peut faire en sorte d'avoir un réseau, peut aujourd'hui discuter avec Brigitte Oussou, par exemple, sur son projet et tout. Comment... Je ne suis pas le bon exemple parce que... Pourquoi? Je suis pas le bon exemple parce que déjà, je travaille beaucoup. J'ai la réputation d'être assez accessible mais inaccessible. Oui, mais c'est parce que je suis au travail, en fait. Mais c'est ça. Et je voyage, etc. Mais en réalité, c'est pour ça que là, je suis en train de mettre des choses en place pour pouvoir accompagner de manière plus large beaucoup de personnes. Ah oui, il y a du lourd qui arrive. Wow. Le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est de bâtir un réseau en rapport avec son secteur, bien entendu. En allant vers les gens. Ça ne viendra pas à vous. C'est ça. Il faut sortir, choisir les lieux. Quand vous allez dans tes conférences, préparez votre conférence, préparez cette sortie-là. On ne va pas dans une conférence avec son tote bag en espérant revenir rempli de catalogues et de cartes de visite qui vous serviront à rien. Non. Avant d'aller dans un événement, je le prépare. Qui y sera? Combien de personnes? La durée? J'y vais à quelle heure? Est-ce qu'il y aura des meetings? Je participe au meeting de telle heure, je m'y inscris. Parce que je dois revenir avec des éléments précis qui vont m'aider dans mon déploiement. Il y a 100 personnes. Mettez-vous des objectifs, je dois en rencontrer 2. Mais c'est puissant déjà de revenir avec 2 contacts pertinents d'un événement. Organisez vos sorties. Il faut qu'elles soient... Il n'y a pas d'hasard. Les gens qui se promènent dans les salons, dans les halls des salons, ils me font de la peine. Sans revenir avec des cartes ou avec des contacts réels, quoi. Très loser. Okay. En termes de réseau, tu parles de conférences, mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de partir dans des conférences, malheureusement. Aujourd'hui, on essaie de contacter des personnes connues, beaucoup par Instagram, par Facebook, par YouTube, en tout cas par les réseaux sociaux. Pour toi, quelle serait la meilleure approche pour approcher quelqu'un de connu ou pour se créer un réseau sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, moi, je dirais déjà de passer par la plateforme LinkedIn. Qui est une plateforme nominative qui est moins fame que les autres plateformes. C'est que mon point de vue. Hein. Je suis d'accord avec toi. J'apprécie. Et de 2, l'approche avec le coucou CC, on oublie, s'il vous plaît. On oublie fort. Parce que on oublie fort. Non, mais est-ce qu'il faut être formel? Bonjour, Madame Oussou. Mais bien entendu. Considérez que c'est une... Vous allez déjà vers une personne que vous ne connaissez pas, vers qui vous souhaitez obtenir quelque chose. Ce quelque chose, c'est peut-être juste une prise de contact, potentiellement un rendez-vous, une approche, ou bref, ce que vous voulez. Oui, il y a les codes. Ça. Et les codes, c'est salutation, l'objet, et ensuite, soyez bref, parce que des fois, les gens envoient des choses qui finissent pas du tout. Sincèrement, en toute franchise, que ce soit nos équipes qui les lisent ou nous-mêmes, parce que moi, j'ai accès à mes réseaux sociaux, donc quand j'ai le temps, je regarde. Ou alors les équipes qui filtrent et qui regardent. Soyez bref et concis et ajoutez des éléments dedans. Si vous avez une plaquette, quelque chose qui va pouvoir permettre à la personne d'avoir une analyse quick. C'est ça. Et de se dire... Dites-vous qu'en face de vous, si vous allez vers quelqu'un, c'est une personne qui peut vous apporter quelque chose, elle n'a pas le temps ou il n'a pas le temps. Donc, il faut que ce soit bref, net et précis. Donc, il faut aller vraiment droit au but, par exemple. L'essentiel. Pas bonjour, ravi de vous connaître dans le premier message. Et dans le deuxième, la personne, elle vous répond merci beaucoup, enchanté. Et dans le deuxième message, vous venez en disant oui, au fait, je voulais vous. Non, c'est nul. Sincèrement, cette approche en 3 temps, pour moi, elle est lourde. Donc, il faut aller tout de suite dans le premier message. Je suis là pour ça. C'est une plateforme, on ne se connaît pas. Donc, on n'a pas besoin de faire trop de bonjour, au revoir, et toi, et oui. Non, on n'a pas besoin. On salue, on donne l'objet de l'entrée en matière. Et puis voilà, s'il y a l'accroche, la personne vous répondra. Mais oui, allez-y quand même, bien sûr. Et elle est faite pour ça, cette plateforme LinkedIn. Elle est là pour mettre en relation. Mais n'oubliez pas, dans la vie, on n'a qu'une chance. Grillez pas votre cartouche. Exact. Très bien dit. Merci à toi, Brigitte. On va amorcer la dernière phase de cette interview.
très enrichissante pour moi, en tout cas. Merci. Est-ce qu'on peut mettre la dernière photo? On est allé dénicher loin. Hein. Alors là, est-ce que tu peux nous dire c'était où? Bien sûr. Apparemment, ça te rappelle pas mal de souvenirs. Des souvenirs, mais inoubliables. Ah bon? Ouais, vraiment, inoubliables. Oh, ok. C'était précisément cet été à Marrakech. C'était à l'occasion des 70 ans de l'anniversaire de ma maman. Oh. Ouais. Oh. Donc cette photo, elle m'émeut, elle m'apporte beaucoup d'émotions. Non pas par sa beauté, hein, parce que bon... mais par la beauté de ce qu'on a vécu sur place, par le niveau des émotions et des échanges que on a pu avoir dans la famille à travers ces différentes générations. Parce qu'il y avait un choc des générations. Ah bon. C'était de mamie jusqu'à ses arrière-petits-enfants qui étaient là. Ah, c'était magnifique. Et pour petite anecdote, hein, pour vous dire hein, que les liens familiaux se resserrent à travers des moments de partage forts, en fait. Restons pas isolés. Ça s'entretient, en fait. Moi, j'ai l'habitude d'aller vers mes neveux, mes nièces, mes cousins, avec qui on a des écartages énormes, mais parce qu'il faut tenir le lien. C'est pas parce qu'ils sont plus petits que moi que c'est à eux de venir vers moi. J'ai aussi le devoir d'aller vers eux. J'ai aussi le devoir de m'inquiéter de eux, de savoir ce qu'ils deviennent, les parcours qu'ils font, comment je peux les accompagner. Et ils le savent pas, mais moi je profite de leur jeunesse. C'est ça aussi. Je reste hyper connecté grâce à ce choc de génération. Et donc oui, on a organisé ce voyage et l'un des moments, les moments préférés de toute la famille, c'était que tous les soirs, on se retrouvait dans ce riad, on se retrouvait dans le salon, chacun, on était par terre, canapé, chacun se mettait où il voulait, autour des aînés et qui nous racontaient notre histoire, nos origines, d'où on venait. Ouais, on a tendance à l'oublier. Et c'était le moment préféré de tous les enfants. Et il posait des questions. Et papy, ah bon, mais comment il est venu en France? Et notre grand-père, ah, il a fait telle guerre, mais comment ça s'est passé? Mais et ça, ah bon, ok, on vient du Nigeria. Et nous, on a eu un cadeau. Bon, notre papa est décédé il y a 3 ans, paix à son âme. Désolé. Et notre grand-père qui est toujours là, nous avait remis à cette occasion un trésor, un petit fascicule qu'il a fait, qui racontait notre histoire. Ça, c'est bien. Il l'a donné aux aînés, donc les plus petits ne l'ont pas encore. Vraiment, c'est du papier pour certains. Pour nous, c'est notre trésor. Ça racontait notre histoire, d'où on venait. C'est de là que j'ai su en profondeur de quelle ethnie du Nigeria on venait à la base. Donc voilà, c'est pour ça que je souris, parce que c'était fort. Et on a festoyé autour de notre maman. On lui a redonné encore 20 ans de vie. Ça, c'est sûr, 30, je dirais, voire plus. Merci. C'était super. Et donc, la question, c'est quelle est la place que maman occupe dans ton aventure? C'est ma boss, c'est ma mère, c'est mon guide, c'est mon Doliprane. C'est une vraie maman en 360. C'est une maman qui femme d'affaires à la base, mais après sa retraite, et aujourd'hui elle nous temporise beaucoup. Ouais. C'est bien. Donc c'est une forme de boussole aussi pour vous. C'est pas une forme, c'est la boussole. Ouais, c'est votre boussole. Clairement, c'est notre boussole, c'est elle qui nous régit encore hein, sur cette. Quand chacun arrive, poète camembert, hein, quand maman elle parle. Hein. Ah bon? Ah ouais. Elle prend encore la tapette ou... Ma mère n'a jamais tapé. Jamais pris la tapette, d'accord. Elle n'a pas. La voix que j'ai, je l'ai prise de mon papa. Ma mère a une voix toute douce et toute basse. D'accord. Mais ce qu'elle peut envoyer avec cette voix douce, à certains moments, on aurait préféré qu'elle nous frappe. Bon, elle frappe déjà avec les regards parfois. C'est le petit regard qu'elle te lance tout de suite, là, tu comprends. Vous connaissez, nos mamans africaines, là, c'est très rapide. On parle avec les yeux, c'est très codé. On a eu cette éducation-là que je trouve géniale et que je retranscris d'ailleurs à mes enfants. Ils comprennent très vite les codes corporels. Ah oui. Bien. Avec le regard, certains mouvements, quand la posture n'est pas bonne, par exemple, je les vois avachis, en un regard, ils comprennent que... Ah, et là, je me dis, ah, maman, merci. Super. Au-delà de maman, on voit que tu voyages pas mal, tu voyages beaucoup, tu étais à Marrakech, tu étais à Marrakech plutôt, tu es à Abidjan, tu es à Paris, à Londres, un peu partout. Donc ceux qui nous regardent vont dire, elle a beaucoup d'argent, tout va bien chez elle. Quel est ton rapport à l'argent?
Je travaille beaucoup. Ok. Donc, je travaille beaucoup. Pour avoir tout ça aujourd'hui. Mais bien sûr. Mon rapport à l'argent, c'est la notion de la richesse, elle est assez aléatoire. Oui, c'est les zéros qu'il y a peut-être sur le compte en banque qui nous permet d'avoir cette liberté. Je travaille pour, mais en réalité, ma vraie richesse aujourd'hui, c'est ma paix du cœur. Ça là, c'est pas les paroles juste pour bien dire. Non. Pourquoi alors? Donc tu refuserais beaucoup d'argent si ça doit t'enlever ta paix du cœur? J'accepte pas tout. C'est pas tout. C'est pas. Comment bien le dire? C'est pas tout argent qu'on prend. Comprends. Non. J'ai besoin de pouvoir me regarder dans le miroir. J'ai besoin de garder ma dignité. J'ai besoin d'être fier de moi afin de pouvoir le savourer tranquillement. Mais qu'est-ce que l'argent t'apporte, du coup? Le confort, la liberté de pouvoir être entouré, la liberté de pouvoir voyager, la liberté de pouvoir envoyer mes enfants d'avoir une scolarité, d'avoir une éducation scolaire correcte, tout en étant à l'écoute. Je ne veux pas vivre mon rêve à travers eux, j'écoute leurs souhaits, puis je les accompagne au mieux. Oui, l'argent, c'est pas négligeable. Je me bats pour ça de toute façon tous les jours. Si je suis entrepreneur, c'est pas pour... C'est pas juste pour des... C'est pas un jeu. Ouais, c'est clair. C'est pas un jeu. C'est pas du bénévolat encore. Mais j'insiste sur ce côté, la vraie richesse, c'est la paix intérieure. Mais ça, que je commence à cultiver. Mais je pense que c'est l'âge qui fait ça. C'est ça. Est-ce que tu ne le dis pas parce qu'aujourd'hui, tu es quand même à l'abri du besoin? On n'est jamais à l'abri du besoin. On n'est jamais. Des gens sont montés très haut, sont tombés. C'est pour ça qu'il est toujours important d'être respectueux de toute personne à tous les niveaux. Parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Ça, c'est clair. Je prépare mon futur, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce que vous avez prévu le Covid? Non. Imaginez-vous que nous, on a plus d'une centaine de collaborateurs et du jour au lendemain, on vous dit que les enseignes ferment. Tout est fermé. Qui l'avait prévu? Personne. On n'était pas à l'abri de ça. Il a fallu avoir les épaules larges pour assumer, traverser ce désert et revenir comme si de rien n'était, en fait, parce qu'on vous dit « Allez, on allume la lumière, c'est reparti ». J'ai beaucoup de mes collègues pour qui c'est jamais reparti. C'est sûr. Et ouais. Et je suis tellement à fond dans ce que tu dis. Ah, c'est ma vie. C'est vrai. Non, mais ça, c'est... Mais je vais pas tout dire, on va s'arrêter là, non? Non, mais c'est bien. Bon, allez, on fait le dernier truc. Je suis à fond. Ah ouais, donc pour toi, l'argent... Ouais, la paix du cœur, tu as quand même beaucoup raison dessus. On a tendance à l'oublier, c'est vrai. Avant ça, moi, j'étais tout chousse. C'est normal que j'étais tout chousse. Moi, j'ai pas eu des parents milliardaires. J'ai eu des parents qui étaient très humble, très simples. Je suis issu d'une famille qui est très simple, vraiment, et qui a bâti. Ma maman s'est battue, elle voyageait énormément. Mon papa entrepreneur aussi, il a commencé en bas, il s'est battu. Donc, j'ai toujours vu cette énergie folle, cette bataille à la stabilisation et à l'élévation de la famille. Donc, j'avais pas le choix que de continuer, en fait. C'est ça. J'avais pas le choix que de continuer. Donc... Et aujourd'hui, tu gères ton argent comment? Est-ce que tu arrives à épargner, à mettre de l'argent de côté ou tu t'offres juste tout ce que tu veux? Non, c'est la base. Si on n'épargne pas, c'est qu'il y a un souci. C'est sûr. Dès qu'on peut, le conseil que je donne... De toute façon, depuis gamine... Et sur l'argent, je vais vous donner ce petit schéma que m'ont inculqué mes parents. Imaginons que tu gagnes 1500 francs, 500 que tu gardes pour toi, parce que tu dois apprécier la sueur. C'est 1500 francs de la sueur de ton front. 500, tu vas les manger comme tu veux, en one shot ou pas, tu fais ce que tu veux. 500 pour tes économies et 500 pour de l'investissement. D'accord. Donc, tu diviserais par 3 tes revenus. Et je fais ma vie comme ça. Et c'est ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui? Presque. Donc, tu gagnes 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou de revenus de bénéfices. 500 pour toi. Je partage, en tout cas, équitablement. Équitablement. Aujourd'hui, je suis accompagné par des personnes qui nous aident aussi à réorienter quand il faut réorienter, investir ou autre. Mais effectivement, vous ne pouvez pas ne pas économiser des sous. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et laissez-moi vous dire, votre fameuse retraite, c'est nous qui allons nous-mêmes nous la construire, notre retraite. C'est sûr. Moi, je compterai sur personne à part moi-même. Donc, j'ai envie d'avoir une retraite à l'image de ma vie aujourd'hui. Sympathique. Super. Je pense que c'est un très beau mot pour terminer. Est-ce que tu dirais que tu as réussi aujourd'hui?
Je suis exigeante avec moi-même, je te l'ai déjà dit. Je dirais que je suis sur une bonne voie. D'autres diront, ah, mais moi je dis, je suis encore sur la voie. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es insatiable? Tu veux toujours plus? Non, parce que j'ai encore des projets sous le coude. Hein. Quels sont ces projets? Follow me. Donc, vous avez compris. Allez vous abonner sur toutes les pages de Brigitte Oussou sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. Je ne sais pas si tu es sur Facebook. Si elle n'est pas hyper alimentée, mais je suis aussi sur bientôt, Facebook. elle sera alimentée. Du coup, quelles sont tes actualités? Parce que quand on voit Brigitte, on a tendance à penser tout de suite à Villa Massaï. Pourtant, tu fais beaucoup d'autres choses en dehors de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Au sujet de l'étape d'après, c'est venu à moi. C'est de la sollicitation. 1, 2, 3, 4 et beaucoup de personnes qui me sollicitent pour de l'accompagnement. Et de là, au départ, je le faisais par amusement. Et au final, je n'ai pas la bande passante et le temps pour dire que c'est un amusement, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc aujourd'hui, je professionnalise ça et j'estime avoir le devoir de retranscrire ce que j'ai appris. Donc là, mon parcours de formation, d'accompagnement est quasiment clôturé et sera très prochainement disponible. De toute façon, restez connectés pour le voir clairement. Du coup, qui pourrait prétendre à ça? Ce serait quoi? C'est plus sur l'entrepreneuriat? J'aborderais, l'entrepreneuriat. En général, d'accord. L'entrepreneuriat de manière assez généralisée, mais on va aborder des sujets parce que certains sont sensibles au branding et d'autres maîtrisent parfaitement la partie finance. Donc, je vais pas faire un package pour dire prends tout ou rien, non. Vous viendrez, vous ferez votre marché par rapport à un instant T, la compétence dont vous avez besoin de compléter. D'accord. À l'image de Villa Massaï, il y aura des menus et puis chacun pourra choisir ce qu'il veut. Exactement. Mais pas que des menus. Ce sera vraiment des festins. Ce sera destiné aux épicuriens du business. Waouh. Ok, ensuite, tes pages, allez suivre toutes ces pages comme ça. Vous saurez à peu près quand est-ce que ça va sortir. En tout cas, on attend ça. Écoute, merci beaucoup Brigitte d'avoir pris du temps pour nous partager toutes ces pépites. Et on espère te revoir très bientôt sur la chaîne pour d'autres conseils. Bon vent pour tous les projets que tu fais actuellement. Et puis, plus de projets, plus de folie, plus de choses dont tu pourras profiter. Et puis moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai passé un temps très intéressant. Merci. Je pense que c'est pareil aussi pour l'équipe. En tout cas, merci à toi. Merci pour ton accueil, ta disponibilité, ton écoute. Et j'espère que nos voix retentiront et feront naître chez certains ce doute, viendront balayer d'une main, d'un revers, ce doute ce petit voile noir qu'ils ont pour qu'ils puissent se réaliser. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients, mais ils sont très forts. C'est ça. Et c'est par ce mot que nous allons terminer, très fort. Vous êtes très fort là où vous êtes. Vous êtes très fort, ne laissez personne dire le contraire. Bon, écoutez les gars, merci d'avoir suivi cette interview. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié et je pense que ça se sent. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Si vous avez des questions pour Brigitte, pour moi, les commentaires sont là pour ça. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou tout simplement une prochaine interview. Allez, merci Brigitte et merci à vous. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.